Voilà, bienvenue sur Let's Talk Different, c'est Bambouni. Bienvenue pour la deuxième saison. Et pour la deuxième saison, qui dit deuxième saison, dit nouveaux invités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Francis et Madame Silke. J'ai voulu demander, Silke, excusez-moi. Vous venez pour parler en fait de votre association qui s'appelle l'Association luxembourgeoise du syndrome de Rett. On va venir sur ça. Mais juste avant ça, présentez-vous, d'où vous venez, tout ça, que les gens fassent un peu connaissance avec vous. Donc moi je suis Jean-Francis, donc en fait je suis, on va dire, président de l'association luxembourgeoise du syndrome de Rett. J'habite ici à Differdange depuis 2015. Donc petit calcul, ça fait combien? Ça fait déjà 9 ans. 8-9 ans, ouais. Donc, à l'origine, je viens de la région parisienne. J'ai fait le choix de venir au Luxembourg justement pour la prise en charge du handicap de ma fille, qui a été diagnostiquée en 2007, donc du syndrome de Rett. D'accord. Et donc, à partir du moment où elle a eu ce diagnostic, j'ai compris les tenants et les aboutissants de la maladie. Donc, je me suis projeté quel genre d'établissement scolaire on peut la mettre, etc. Et donc, des petites recherches, Internet, bien évidemment. Et donc, j'ai vu qu'en fait, il y avait des établissements scolaires au Benelux. Donc, au début, j'avais commencé à regarder Belgique, Luxembourg, et donc voilà. Et après, professionnellement, je me suis orienté donc, vers ces pays-là pour essayer de changer de travail. Je me suis déjà projeté un peu dans l'avenir. Et en fait, ce qui a marché, c'était le Luxembourg. D'accord. Donc, d'où ma présence ici au Luxembourg des années après. Et puis, donc voilà, donc ma fille aujourd'hui, elle a 20 ans, mais donc elle a été prise en charge, elle a été dans des établissements spécialisés. On est toujours content, en fait, de la prise en charge. D'accord. Mais, donc, avec l'évolution, on rencontrait des parents dans l'établissement dans lequel elle était accueillie. Il y avait notamment une autre famille qui avait également une fille atteinte du même syndrome. Et donc, on a décidé de créer cette association pour défendre les intérêts des personnes et des familles qui seraient touchées. D'accord. Voilà, c'est un peu en résumé, grosso modo, donc la démarche. Voilà. D'accord. Le syndrome de Rett, c'est quoi exactement? Alors, soit je te laisse répondre, soit je réponds. Je crois que tu seras plus précise. Parce que j'ai vu sur Internet que c'est... Alors, le syndrome de Rett, il faut toujours faire très attention. Je ne suis pas médecin, mais je vais essayer de résumer un peu. C'est une pathologie, un désordre neurologique qui touche une majorité de filles. Pour la bonne et simple raison que l'histoire des chromosomes, donc comme ça va toucher le chromosome X. Oui, il y a une mutation sur un gène qui se trouve sur le chromosome X. Et comme les filles ont deux, elles peuvent vivre avec la maladie. Elles survivent, alors que si c'est un garçon, il décède. Donc du coup... c'est-à-dire que les garçons aussi, il y a moyen de l'avoir? Ils sont touchés, mais vu qu'ils ont qu'un seul chromosome X, ils ne survivent pas.
D'accord. Donc du coup, par conséquent, les cas de syndrome de Rett sont essentiellement 99, je sais pas combien des filles. C'est très très voilà. rare. Alors, il y a un cas extrêmement rare où il y a des garçons, mais généralement, c'est des garçons qui ont déjà 3 chromosomes. Donc, ils ont déjà au départ une anomalie. Okay, voilà. D'accord. Et donc, du coup, ils survivent. Donc, voilà. Donc, maintenant, syndrome de Rett, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un handicap extrêmement lourd. Alors, il faut juste rajouter aussi une chose que les gens posent souvent la question. C'est pas héréditaire. C'est-à-dire, c'est le hasard des naissances. D'accord. Donc, ça touche un enfant sur 15 000 dans le monde. Je parle sous ton contrôle. Voilà. Donc, nous, notre fille, quand elle est née, voilà, c'était un euro événement. Il n'y a pas, personne nous a rien dit. On savait pas en fait. Dès le départ, elle avait ce syndrome. D'accord. Petit à petit. Donc on fait tous les contrôles chez le pédiatre. Le pédiatre il dit tout va bien, etc. Et puis en fait vers 19 mois, voilà, on s'aperçoit qu'en fait il y a des des manifestations un peu autistiques. Elle a un retrait social, c'est-à-dire au lieu d'aller jouer avec les autres enfants, elle se met en retrait. Enfin, elle avait des comportements un peu... Et donc, après un long processus, on a eu ce diagnostic. D'accord. Et alors, aussi, syndrome de Rett, aussi souvent, ça empire, en fait. C'est-à-dire, ils ont des facultés et puis elles les perdent. Ok, oui. Voilà. Donc, nous... j'hésite toujours à dire qu'on a de la chance dans notre malheur parce que quand on compare à d'autres enfants Rett, il y en a qui sont vraiment en chaise roulante, qui sont vraiment marqués. Donc voilà, c'est un syndrome où il y a une diversité de facettes. C'est-à-dire vous allez rencontrer 10 familles avec une fille syndrome de Rett, mais vous allez voir 10 cas différents. Nous, à force d'expérience, on en a vu et à chaque fois, on voit des... moi, je suis toujours surpris quand on était en France ou qu'on est ailleurs, on voit vraiment des cas très différents. Ouais, la seule chose qui les unit un petit peu, c'est leur symbole des frottements de mains. Voilà, il y a des points communs. Donc voilà, c'est des petites filles qui frottent leurs mains tout le temps. On n'a pas l'explication, on la connaît pas forcément. Mais il y avait un médecin qui avait dit une chose que j'aime toujours répéter parce que il dit imaginez que vous avez un ordinateur, tout fonctionne, tous les logiciels sont sur votre ordinateur, tout fonctionne, mais vous pouvez pas les contrôler. D'accord. Et le syndrome de Rett, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça parce que les enfants, ils sont plus ou moins en bonne santé, mais le système central nerveux ne peut pas contrôler en fait les facultés. D'accord. Voilà. C'est comme si la connexion entre les trucs il est inexistant. Voilà. Et puis il y a encore, c'est un syndrome sur lequel les connaisses sont encore en évolution. C'est-à-dire, moi, Jean-Francis, aujourd'hui, je te dis ça, et peut-être dans 10 ans, on saura encore des autres choses. Donc, c'est aussi comment dire, à prendre en compte que l'état de la connaissance aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a une guérison ou un traitement ? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Les seuls traitements qu'on peut espérer, c'est tout ce qui se passe au niveau des thérapies sur les gènes. Donc, de remplacer un gène malade par un gène sain. Et donc ça,
c'est un espoir pour le syndrome de Rett, mais c'est aussi un espoir pour Alzheimer, pour plein d'autres maladies. On remplace un gène et peut-être que la machine se remet à fonctionner. Voilà. Il y a des études en cours actuellement. Il y a des projets qui sont faits aux États-Unis et au Canada. Il y a 2 boîtes pharmaceutiques qui ont lancé, qui ont dosé les premières filles Rett il y a 1 an, l'année dernière, je crois. Je ne sais plus dans quelle phase il se trouve, mais c'est très, comment on dit, prometteur. En Europe, on n'a rien pour le moment. En UK, en Royaume-Uni, ils ont commencé à doser aussi les premières filles. Je ne sais plus quel âge, mais les résultats, ils sont quand même positifs ou... Ils disent pas encore grand-chose. Ils disent pour le moment, ils disent surtout que le traitement, la thérapie est bien tolérée et tout ça, mais on n'a pas encore vraiment des détails qu'on attend avec impatience déjà. D'accord. Mais il y a beaucoup d'espoir dans ça. Okay. Est-ce qu'il y a aussi un âge spécifique où on peut l'avoir, ou on peut l'avoir en tant que femme, même on va dire à 20 ans ou plus tard? Le syndrome de Rett? Non, en fait on l'a dès le départ. Ouais. Tu l'as dès le départ, sauf que ça ne se voit pas. Oui. Donc ça veut dire que c'est juste à l'enfance que ça... Okay. En fait, en général, c'est à l'âge de 18 mois, parce que pendant la grossesse, tout se passe bien. Moi-même, je suis maman d'une fille Rett, de Shola, qui a 20 ans aujourd'hui. Et quand je pense, pendant ma grossesse, tout allait bien. Naissance aussi, les premiers rendez-vous de contrôle chez les pédiatres, il n'y avait pas de soucis. Elle se développait bien, une super belle fille. Elle avait peut-être juste un petit, comment on dit en français, un voix de chat. Son langage était un peu limité. Bon, elle faisait peut-être pas des phrases comme les autres enfants à la crèche. D'accord. Mais le pédiatre, il disait, on était à la région parisienne à l'époque, il disait... à l'époque, il y avait... parce que vous parlez 3 langues à la maison. Moi, je lui parlais l'allemand parce que je suis autrichienne. Donc, d'accord. Et à l'époque, tu parlais pas français? Nous, entre nous, on parlait anglais. Et voilà, il y avait les 3 langues et on s'est pas trop... inquiété. D'accord. C'est juste... quand elle avait 2 ans, à la crèche, que la psychologue de la crèche peu avant, nous a alerté qu'elle développait des symptômes autistiques un peu. Qu'elle dispensait des autres, commençait avec des frottements des mains, elle marchait sur des pointes de pied, qui indiquent souvent qu'il y a un problème neurologique. Et aussi, il y avait des petits détails. Elle grimpait le toboggan, mais elle ne savait pas comment s'asseoir pour descendre. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Et il y a aussi un autre aspect dans cette maladie qui est un peu... par exemple, quand tu es trisomique, les gens, ils voient tout de suite. Ils ont vu, c'est un trisomique. Et syndrome de Rett, quand elle est petite, il n'y avait pas aucun signe. Donc, il y a aussi un phénomène supplémentaire par rapport au regard des autres. D'accord. Les gens, ils comprennent pas, en fait, que c'est une personne handicapée parce que c'est pas marqué sur son visage. Mais, donc, ça encore, c'est encore un sujet qui... toi, tu dois t'occuper de ton enfant handicapé, mais tu dois aussi expliquer aux autres que, en fait, vous êtes monté dans l'ascenseur, elle n'a pas dit bonjour, c'est... D'accord. Voilà. Ou au supermarché, au supermarché. Elle fait du bruit et tu prends des commentaires comme vous ne savez pas dresser votre enfant. Oui, ça c'était au début. On passe partout en tant que parent. Et je pense que dans les auditeurs, ceux qui ont un enfant handicapé ou une personne handicapée, ils vont comprendre de quoi je parle. Par exemple, toi, tu es en voiture avec ta carte de stationnement handicapé, tu te gares là parce que tu as le droit de te garer là, mais les gens, ils n'ont pas compris que, en fait, c'est pas lui. Donc, ils viennent et t'agressent que, mais monsieur, pourquoi vous vous garez là? Je comprends. Donc, tu dois te justifier que, voilà, monsieur, regardez, vous pouvez contrôler la carte. Donc, en fait, si je résume bien ce que j'ai compris par rapport à la maladie, c'est comme un mélange de l'autiste
du syndrome de Tourette, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire, oui, il y a des points communs, des similitudes. Mais à la différence de l'autisme, c'est la cause, en fait. La cause est complètement différente. C'est comment on dit, pas un effacement. Deletion d'un gène. Il y a une erreur de la nature qui vient au hasard. Et donc, voilà, la faute n'a pas de chance, on va dire. Et en tant que parent, je pense qu'on se fait toujours des remords par rapport à ça. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Je pense que ça, psychologiquement, vous dites souvent, surtout, je pense que chez les mamans, c'est plus le truc, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Souvent, je sais que sur d'autres maladies, il y a des mamans qui disent oui, c'est de ma faute, qui sont comme ça ou quoi que ce soit. Mais vous, comment vous vous êtes senti en tant que parent par rapport à tout ça? En fait, les remords que j'ai pu avoir, c'était de ne pas avoir écouté assez ma femme. Parce que quand je regarde, alors ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps ça m'arrive. Disons que notre petite fille, quand elle était très petite, ma femme a souvent attiré mon attention sur des dangers, et en fait, moi j'ai eu de mon tempérament optimiste d'avoir toujours dit mais non, ça va aller, ça va changer, etc. Et tout. Donc voilà, moi les seuls remords, c'est plutôt sur ça. C'est-à-dire les dangers. Par exemple, un exemple, quand on était à la piscine, une fois on était à la piscine à Orsay en Essonne, et tu me disais attention, faut la protéger, etc. Et en fait, moi, on n'avait pas encore le diagnostic. Moi, je pensais que c'était un enfant. Moi, en tant que maman, peut-être que j'ai déjà senti. Elle avait déjà l'instinct. Et quand je réfléchis aujourd'hui, mais moi, mon comportement, il était dangereux parce que l'enfant, en fait, il n'avait pas de conscience de ce qu'elle peut ou ce qu'elle peut pas faire. D'accord. Et donc, oui. Donc voilà, moi, les remords, c'est plutôt sur ça. Après, comme c'est pas une maladie héréditaire, c'est ni ma femme ni moi qui l'avons transmise. Donc en fait, non, c'est la nature a décidé. Et voilà, donc j'ai pas beaucoup de remords de ce côté-là. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une espérance de vie par rapport aux personnes qui sont atteintes de ce syndrome? Alors ça, c'est la grande question. Il y a 10 ans, on nous disait, c'était pas très, comment dire, c'était un peu triste. On nous disait il y a 20 à la cinquantaine. Il y a 20 ans, c'était jeune adulte. Il y a 10 ans, je pense que c'est pour mettre en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que je te dis aujourd'hui et ce que je te dirais dans 10 ans, peut-être c'est complètement différent. La recherche, elle avance. J'ai l'impression que... Et aussi, comme on avait discuté, ça dépend dans quel état se trouve la fille, parce qu'il y a des filles qui ne marchent jamais, il y en a qui ont une épilepsie. Notre fille, elle marche depuis le début, elle n'a pas d'épilepsie. Et peut-être... Je ne sais pas, ça dépend vraiment de l'état. Je crois que ça va dépendre de, beaucoup de paramètres. Vraiment beaucoup de paramètres. Bon, on peut pas dire. Ouais. Je crois qu'il faut un peu plus de recul pour répondre à cette question. D'accord. Donc, c'est à voir avec les recherches et tout ça. Voilà, la recherche. Et puis, voilà, pour ceux qui sont croyants, avec le bon Dieu. Et puis, voilà. Espérons que ça tient le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, voilà. Une autre question qui, comme c'est un syndrome, c'est-à-dire une maladie, est-ce qu'elle est reconnue par la caisse de maladie? Oui, reconnue par et puis prise en charge vraiment. Et d'ailleurs, là, je prends l'occasion pour souligner une extraordinaire prise en charge au Luxembourg. D'accord. Quand je compare avec la France, c'est pas mal non plus. Mais franchement, au Luxembourg, chapeau. Je dis bravo. On est vraiment aidés.
Les gens de la CNS font un travail, enfin de l'assurance dépendance, je ne sais pas s'il y a des petites différences, ils font un travail formidable. Et donc on est, oui, heureusement d'ailleurs, heureusement. D'accord. Donc après, par rapport à ça, vous avez décidé de créer l'association. Voilà. Donc on a décidé de créer l'association parce qu'on a, déjà on est autour de nous, il y avait combien? Il y avait 3, je ne veux pas dire de bêtises, 3 familles au départ. Non, dans les fondateurs, il y a 2 familles. Donc on s'est mis ensemble, on se voyait chaque année, on se voit à la fête de l'école et on dit oui, il faut créer l'association, mais on n'a pas créé. Donc à un moment, on a dit stop, on arrête de parler, on crée l'association. Donc ça s'est passé le 16 novembre. Donc il y a 10 mois, donc on est tout jeune. Et ensuite, comment ça s'est passé? Après, on a... Dans l'école, au CDM, il y avait déjà plusieurs filles avec le syndrome de Rett. Filles qui avaient donc le on syndrome. savait qu'il y a plusieurs filles atteintes de cette maladie. D'accord. Et on a trouvé ça quand même important de créer l'association pour défendre les intérêts, pour plein de choses. Peut-être pour... Aussi pour les familles qui ont un enfant qui vient d'être diagnostiqué, pour que les parents... pour qu'on soit le premier contact et de l'aide pour les familles. Voilà, en fait, c'est ça. C'est tout ce... Par exemple, toutes les informations que nous, on n'a pas eues tout de suite, ce serait bien qu'une personne qui a le diagnostic, tout de suite... ça peut être des démarches pour la caisse de dépendance, ça peut être la scolarité, ça peut être... On peut quand même, maintenant, avec notre expérience, bien renseigner. Exactement. Comme ça, les personnes qui viennent dans le cas-là, ils ont déjà une aide en plus que vous n'aviez pas. Voilà. D'accord. Sans être un peu indiscret, est-ce que vous avez eu des enfants après? Alors, on n'a pas eu d'enfants après. Moi, j'ai un enfant d'une première union. Donc, ça fait 2. Mais sinon, on n'a pas eu d'autres enfants. On n'a pas d'autres. Ça veut dire que si le premier enfant, il est diagnostiqué du syndrome, si, on va dire, deuxième enfant, fille, peut-elle l'avoir aussi non, ça doit être un extrême. Là, faudrait vraiment... Je ne sais pas si ça peut exister. Est-ce qu'il y a des cas? Non, je ne crois pas. Donc c'est vraiment un truc, c'est pas héréditaire, c'est un analotrique. C'est un accident de la nature. Oui. Après le diagnostic, en fait, la première chose que le neuropédiatre va faire, ils font des tests sur nous pour vérifier. Sur les parents pour donner le feu vert pour avoir des autres enfants. Si c'est vraiment... ils cherchent tout de suite si un des parents est porteur du gène ou pas. Donc, et comme ce n'est pas le cas avec le syndrome de Rett classique, on peut avoir des enfants. C'est juste, moi, probablement, j'avais trop peur. Donc, après, c'est des personnalités. Oui, ça c'est peut-être la seule question où j'ai peut-être des remords parce que on se pose la question, j'aurais dû, c'est ça en fait. Mais on a c'est quand même quelque chose. On n'était pas préparé d'avoir ce genre de diagnostic. Et, je pense qui est préparé à avoir ce genre de diagnostic. Alors, moi je dirais, je pense que c'était bien de ne pas avoir un autre enfant parce que là, au jour le jour, c'est quand même une pathologie qui tu dois bosser. Hein. C'est un sacerdoce. Des frères et des sœurs, son grand frère, il était quand même, tant qu'il était encore avec nous, bien impliqué. Maintenant, il a 27 ans, le grand frère, il fait sa vie. Voilà. Aujourd'hui, il faut quand même bien expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta journée, c'est tu t'occupes de ta fille du matin au soir. C'est quand même ça. Donc, après, oui, tu auras un autre enfant. Oui, lui, il allait voler à un moment de ses propres ailes. Mais c'est quand même s'occuper d'une personne handicapée, c'est pas facile. Hein. Justement, par rapport à ça, ne prenez pas mal maintenant ce que je vais dire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous en aviez marre de cette situation? Parce que je pense que ça tape. Psychologiquement, ça tape beaucoup de voir sa fille mal comme ça et de se dire, voilà, je peux rien l'aider. Est-ce qu'elle souffre? Est-ce que ci et ça? Et
des fois, je pense que ces trucs, ça arrive dans la tête. On se dit, j'en ai marre, j'ai envie de tout plaquer. On va dire, la mettre dans une truc spécial pour ça. Je pense que c'est des trucs qui peuvent arriver à tout le monde. Ça. Alors, est-ce que vous n'aurez pas eu ce genre de truc d'en avoir marre? Pas dans ce sens-là. En fait, ce que tu as dit là, moi je l'ai ressenti. J'en ai marre. Comment on dit dépassé, comment dire, découragé. Bien sûr, ça c'est tout le temps. Mais on n'était jamais au point où je vais dire, je vais la mettre dans un. Ça, moi, c'est pas vraiment dans ma manière de. Et en plus, quand je vais la mettre dans un établissement, mais je sais pas, est-ce qu'on s'occupe bien d'elle, etc. Donc, voilà. Parce que j'en connais, je peux vous dire pourquoi. J'en connais qui ont vraiment eu ce déclic de dire. Putain, je profite pas de ma... Pardon pour le mot. Non, mais on est entre nous. Je profite pas de ma vie. Ouais. J'ai ma fille, on se dit toujours, les enfants, c'est jusqu'à 18 ans, et après, 20 ans, et après, vous faites votre vie. Mais là, je peux, jusqu'à tant qu'elle est en vie, je peux rien faire de ma vie, tu vois. Ouais. Même, il y en a qui se sont séparés, même trouver un compagnon, une compagne, ça a été difficile. C'est pour ça que je vous pose la question. Si, voilà, on a connu un couple qui s'est séparé. Alors après, on ne sait pas. Je crois que nous, ça nous a encore mis plus. Ça nous a rendu soudés dans le couple. On a eu peut-être la chance qu'on est bien entouré par la famille, les amis et ça dépend certainement aussi de la personnalité des parents. Oui, je crois que la personnalité, il fait beaucoup. Jamais, ok, on était certainement découragés, mais ça dure jamais très longtemps parce qu'on est vraiment plutôt le genre, on va faire quelque chose on va... C'est-à-dire que c'est juste des phases où vraiment c'était... Et moi, c'est vrai que moi, ma personnalité, c'est ça. Alors là, on parle du handicap, mais on pourrait parler de n'importe quoi. C'est-à-dire... je vais avoir un échec un échec ou une mauvaise nouvelle donc il y a un petit peu après tu vas être découragé et puis après tu dis tu rebondis, tu vas pas laisser tomber et voilà, donc moi j'ai toujours été comme ça. Après on a pris quand même dès le départ beaucoup d'action, tu vois. Oui, on essaye et puis voilà, et puis il faut avancer. Voilà, c'est bien que vous en parlez, parce que comme je vous dis, il y a des gens qui font le contraire, il y en a d'autres qui sont députés, ils ne savent pas s'ils sont seuls dans le cas-là, mais voilà, vous dites vous-même que ça a soudé, que ça vous a donné plus de motivation et tout ça. Et l'important, c'est vraiment l'entourage et d'ailleurs, là aussi, l'idée de l'association, c'est aussi ça. Il y a des couples qui, depuis qu'ils nous fréquentent et on fait des activités ensemble, en fait, ils se sentent plus toutes seules dans cette situation. Donc, déjà, ils rencontrent des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Voilà. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont, non dites. Moi, par exemple, pendant très longtemps... j'avais des amis, des collègues qui disent viens, je t'invite chez moi, ramène ta fille, etc. Et moi, je n'osais pas parce que je me dis mais ma fille, elle a des besoins spécifiques. Des fois, elle bave parce qu'elle ne peut pas contrôler la déglutition et tout ça. Donc, je n'étais pas très à l'aise de la ramener toujours. Donc, il y avait des gens chez qui j'allais parce que je les connais depuis que je suis né, c'est mon frère, donc il n'y a pas de problème, je la ramène là-bas, mais il y avait des autres personnes. Il y a toujours l'appréhension. Je dis non, je ne peux pas, ce samedi-là, je fais autre chose. Et avec l'association, les gens qui sont là, leur fille a le même problème. Donc c'est les mêmes, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, quand tu es... on aime être avec les gens qui sont comme nous, en fait. Exact. Et donc, il y a dans l'association, il y a ce truc-là. La maladie, le handicap, ça a quand même un effet sur ta vie sociale parce que tu te mets les barrières et des fois, on se met les barrières à nous-mêmes, alors que ça ne sert à rien. On pense qu'elle va gêner notre samedi soir chez des amis
qu'on ne connaît pas encore très bien, où il y a un cadre un peu spécial, mais en fait, il faut y aller. Sinon, les gens, ils ne vont jamais savoir ou connaître. Il faut s'ouvrir un peu aussi. Oui, Et de ce point de vue-là, Luxembourg fait beaucoup au niveau de l'inclusion. Exact. Là, ils sont forts, moi, je dis chapeau. Non, c'est vrai, Ça se voit aussi dans la société, dans les centres commerciaux. Ils essaient vraiment d'inclure, oui. D'accord. Suite à l'association, vous avez aussi décidé de faire, comme moi, un podcast. Oui. Si on peut parler un peu sur ce podcast. Oui, c'est très bien. En fait, alors, le podcast, il faut déjà rappeler qu'il a été financé par la fondation André Loche. D'accord. Qui couvre en fait les frais d'achat de micros, etc. Alors, l'idée, c'était ça, on va en faire un par mois, donc sur 12 mois, sur des thèmes bien précis. Donc, à commencer par le diagnostic. Ensuite, on parle de... Ensuite, c'était quoi on a fait le diagnostic. L'origine de ton idée de podcast. Tu es quand même un passionné de podcast. Oui, c'est vrai. Moi, j'écoute des podcasts. Bienvenue au club. Moi, j'écoute des... Il ne faut pas que les auditeurs ils aient peur. J'écoute des podcasts de crime. Alors, une personne a été assassinée. On cherche... j'essaye de trouver comment... Je ne veux pas faire de la pub, mais le nouveau détective, c'est quelque chose qui est bien. Mais je suis abonné. je suis abonné. Allez, donc voilà, moi, j'étais déjà effectivement... passionné par ça. Bon, j'écoute pas que ça, mais on va dire 99% de ce que j'écoute, c'est lié à des affaires judiciaires, des choses comme ça. Et donc, après, m'est venue cette idée de faire un podcast sur RET, avec les différents préoccupations que les familles peuvent avoir, et puis d'inviter peut-être des familles ou des professionnels, faire des débats. Alors, on a prévu, en fait, donc on a fait une première émission sur le diagnostic. Ensuite, on a parlé de la fratrie, les effets que le handicap peut avoir dans une famille, comment certains frères et sœurs peuvent être très impliqués dans la maladie, et puis d'autres en avoir honte ou toutes sortes de réactions. D'accord. Dans les épisodes qui vont venir, on va aborder le sujet de la loi et du handicap, puisque c'est des enfants qui vont être de 0 à 18 ans, ils vont être dans un cadre scolaire, et ensuite il va falloir qu'ils passent devant un juge pour qu'un de leurs parents soit nommé tuteur. Donc toutes les obligations juridiques. On a aussi un épisode qui va aborder la thérapie génique. Donc là où on a invité une personne qui est chercheuse ici au Luxembourg, donc qui va nous. Donc voilà, c'est une saison où il y a des différents thèmes, et puis à la fin on va faire le bilan et savoir si on continue sur d'autres thèmes, qu'on fasse de la vidéo dont on a parlé tout à l'heure. Mais oui, jusqu'ici, pour nous, c'est génial, parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on a des émissions qui nous font passer des bons moments, on va dire. C'est une plateforme en plus pour que les gens ils écoutent, parce qu'il y en a qui ont peur d'avoir la démarche de venir vers les gens ou quoi que ce soit, mais au moins ils savent, ils peuvent écouter et dire « Ah, j'ai eu la même situation. » Donc voilà, je peux quand même avoir le courage de faire la démarche et d'aller vers ces gens-là. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, respect pour ça. Merci. Et voilà. Cette année, je me suis dit, bon, je vais faire un peu des questions-réponses. Donc, j'ai préparé encore 10 questions. 10 questions, oui. Ce que j'avais dit. J'ai peur. Voilà. En fait, ça va peut-être un peu résumer ce qu'on a déjà dit sur certaines questions. D'autres, c'est des trucs un peu plus
personnel, on va dire ça comme ça, vu que c'est pas que pour l'association qu'on est là, mais aussi pour les personnes qui sont engagées à faire tous ces trucs-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, la première question est, quels sont les principaux objectifs de l'association? Alors, les principaux objectifs. Déjà, ce qu'on veut, c'est défendre les intérêts des patients, des personnes touchées par le syndrome de Rett et de leurs familles. Alors, quand on dit défendre les intérêts, c'est parler avec les pouvoirs publics, ce qui est déjà le cas, puisque nous, avec toute notre modestie de jeunes associations, on a déjà rencontré le ministre de la Santé. Donc ça, c'est pour ça que je dis encore une fois, bravo au Luxembourg, tu crées une association et très rapidement, on te prend au sérieux. Et je disais ça à la ministre, que j'ai du mal à croire que si j'étais resté en France, au bout de 10 mois, créer une association, rencontrer le ministre de la Santé, je crois que... Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais... C'est un petit pays, c'est plus facile. Bien sûr, bien sûr. Je lui ai dit ça à la ministre, mais quand même, ça veut dire quand même que, voilà, tu envoies une lettre au ministre, tu présentes ton association, tu dis, voilà, c'est quoi nos axes de... Mais au bout de 6-7 jours, on te répond et qu'on dit, voilà, on te donne un rendez-vous. C'est quand même, oui, petit pays, ok, mais c'est quand on te prend au sérieux. Avec des grands... Donc, c'est quand même très bien. Parce qu'il y a des petits pays où on aurait dit, bon, le ministre n'a pas le temps. Souvent, c'est voilà. le cas. Donc, voilà. Pour ceux qui écoutent, soyez fiers d'être ici au Luxembourg. Non, moi, je pense, honnêtement, je pense que c'est une chance... en ce qui concerne l'inclusion, tout ce qui est fait au niveau des ASBL, on prend les gens au sérieux. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit recopier dans les autres pays. Ouais. D'accord. D'autres objectifs de l'association? Alors, donc j'ai dit, donc représenter les intérêts, d'autres objectifs. Alors, on a un objectif majeur que je considère comme étant un objectif majeur, c'est on voudrait être à l'initiative de la création d'une maison de répit, donc pour les... Okay. Alors, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Les parents qui sont dépassés. Et là, je crois que les personnes qui écoutent comprendront de quoi il est question. Parce que là, on parle de personnes handicapées, mais pour certains auditeurs, ça sera une personne âgée. Exact. Donc, il faut donc contribuer à la création d'espaces où les parents peuvent avoir confiance. Donc, savoir que j'ai laissé ma fille à cet endroit avec tel intervenant, je peux aller au cinéma ou je peux aller à la Schubert-Fire. Histoire de souffler un peu. Voilà, exactement. C'est très et pendant les vacances scolaires, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, j'ai eu un décès dans ma famille au Bénin, je peux aller 5 jours et en toute confiance laisser ma fille, etc. Voilà. Donc ça, c'est je dirais l'objectif numéro 1 de notre association. Et puis après, on a en troisième objectif, des petits projets qui sont, on va dire, alors j'invente peut-être un mot, occupationnel, parce que c'est des filles, les filles Rett, du fait de leur pathologie, il y a une réduction des loisirs, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas faire. Donc nous, ce qu'on essaye de créer, c'est une addition de plusieurs projets qui vont leur donner des loisirs. Voilà. Donc juste pour pas rester dans l'obscurité, par exemple, on essaye de lancer, et d'ailleurs on a été financé pour partie par le ministère de la Santé, le handiski. Donc emmener les filles dans les Vosges, faire 2 jours avec du matériel adapté pour qu'elles puissent faire du ski. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a d'autres. Voilà. D'accord.
Donc c'est ça nos objectifs. Très bel objectif et j'espère qu'ils seront atteints. On va tout faire pour. Voilà, deuxième question. Vous avez dit que vous êtes là depuis 10 mois, plus ou moins. Oui. Quels sont les impacts que vous avez déjà eus avec les familles par rapport avec l'association? Alors les impacts, alors là c'est assez facile parce que on avait très rapidement, on a eu, quand on a fait un communiqué de presse, on a eu, on avait envoyé en fait à, je sais pas, 10 médias, je pensais qu'on allait avoir très peu de retours. En fait, on a eu beaucoup de retours. Et donc, les gens de RTL, ils sont venus au siège de l'association, ils ont fait un reportage, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, quand je parle avec des gens, Pierre-Paul Jacques, je m'aperçois en fait qu'il y a plein de gens qui ont vu cette émission. Et bah oui, donc en fait, il y a des reportages comme ça, en fait, ça parle aux gens. Donc déjà, ça suscite une conversation autour du handicap. Ça nous a aussi ouvert des portes auprès d'autres associations, donc des fédérations d'associations, etc. Donc déjà, c'est ça. Deuxième impact, c'est l'impact, ce que moi j'appellerais l'impact de plaisir. Il y a des gens qui sont venus dans l'association et ils sont contents de nous avoir rejoints parce que quand on organise des choses, bah, ils prennent du plaisir, ils peuvent un peu se lâcher. D'accord. Ouais. Et aussi, Zilke, peut-être toi tu peux en parler, ça provoquait aussi des liens dans l'association entre des mamans. Ouais, on avait une famille, c'était après l'article dans l'essentiel, il y a une maman qui nous a contactés qui disait que quand elle a lu ça, c'était comme si... je sais pas. Elle avait vu une lumière qui tombait du ciel parce qu'elle était justement dans une phase de désespoir et d'avoir lu ça, c'était un signe. Et on organise, on va dire aussi, on organise quand même régulièrement des rencontres, des après-midi ou même des repas ensemble. Oui, au restaurant. Des retours ou le feedback des mamans qui ont joint notre association, sont vraiment touchants parce que on a tous ce lien qu'on ne peut pas expliquer quand on se retrouve tous ensemble dans une pièce avec nos filles qui ont la même maladie. Oui, parce que les gens en fait, ils ont... Ça nous comble, quoi. Je crois que les gens, ils ont pris l'habitude, en fait, d'être dans leur coin. Ouais. T'as ton problème, tu vois. Par exemple, là, la personne, elle vient avec son enfant handicapé, mais ça peut être des autres problèmes. Donc, les gens, ils restent dans leur coin. Et là, l'association, ça rassemble les gens et voilà. Donc... Et on leur donne l'espoir parce que, regarde, on a parlé de la maison de répit et les parents dans notre association, ils ont vraiment, vraiment le besoin et l'envie qu'on réalise. Voilà. Ce rêve, ce projet, parce que tout ce qu'on veut, c'est de rester vraiment bien, en bonne santé mentale, surtout pour nos enfants en situation de handicap. Et de là, d'ailleurs, est venue l'idée, oui, bien sûr. L'urgence de créer ça. Voilà. D'accord. Troisième question, est-ce qu'il y a des critères pour devenir membre de l'association? Ah non, il y a absolument aucun critère. Et on a fait... on a beaucoup de gens. Alors, on a déjà 85 adhérents. Donc, en 10 mois, on a eu... Bon, évidemment, il y a des gens qui sont proches de nous, etc., pour soutenir. On a demandé un droit d'adhésion à 10 €. Okay. Parce que le but de cette association, c'est pas de gagner, de vivre des adhésions. On sait très bien. Donc... on a volontairement choisi un montant d'adhésion bas, donc pour que les gens... mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser nos projets, soit par des subventions du public, etc. Donc, il n'y a pas de conditions
pour adhérer à l'association. Il suffit juste d'être sympathisant ou... On a ramené des flyers. Voilà. Il y a On a ramené des flyers et puis des petits cadeaux pour aller Ça, je mettrai chez des photos. Cactus. Ça, je ferai des photos et je mettrai aussi sur la page Facebook. Ah, mais c'est très gentil, c'est très gentil. Et puis, Sympa, et merci. puis j'en profite là parce que j'y pense, c'est qu'en fait, ta démarche de nous inviter, mais je veux dire, ça n'a pas de valeur. C'est génial. T'as pas besoin. Je crois que tu fais déjà plus qu'une adhésion. C'est le but de Let's Talk, de montrer les gens qui sont dans l'ombre, de leur donner un peu plus de valeur et du temps de parole que dans d'autres plateformes. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial parce que on peut. Et c'est peut-être toucher des personnes qu'on n'aurait même pas pensé toucher un jour. J'ai un public assez jeune, 18 moi, j'ai écouté ans. l'émission. Donc, ça se peut que ça peut leur... j'espère que ça leur touche à l'oreille, qu'ils ouvrent un peu les yeux sur ce syndrome. Pas que ce syndrome, mais aussi avec sur la ce qui se différence, passe sur le handicap. Voilà, la différence et surtout l'inclusion. Parce que c'est quelque chose que... des fois, c'est aussi culturel ou quoi que ce soit, qu'on a du mal à accepter ça, que la personne est différente. Sur certains, on va dire, je pense que tu peux peut-être comprendre ce que je veux dire. Dans certaines cultures, on va dire, c'est le diable qui t'a fait ça. Oui, bien sûr. D'autres, c'est le truc, voilà, comme je disais avant, c'est les parents qui... C'est la faute aux parents parce qu'ils n'ont pas fait ci et ça. Non, il y a des trucs qui arrivent dans la vie, on n'y peut rien. Oui. Et ça, on a déjà entendu ce genre de truc. Bon, après, ça, c'est... En plus, moi, je suis du Bénin, donc... Chez vous, c'est encore pire. Chez nous, c'est encore pire. Il y a quelqu'un qui va te dire on lui a jeté un sort ou... Justement, donc, on se comprend sur ça. Donc, voilà. C'est justement pour ça qu'il faut un peu ouvrir les horizons et pas rester bloqué sur la voie qu'on nous trace. Il faut ouvrir un peu les horizons. C'est clair. Voilà, donc on peut passer à la prochaine question. Quels sont les défis que vous vivez au quotidien par rapport à ce syndrome? Soit vous, soit quelqu'un comme vous dites, de votre association. Les défis majeurs que vous vivez. Alors, les défis majeurs, en fait, c'est... voilà. Moi, je crois que le défi majeur qu'on a, c'est la communication avec notre fille. Ouais, la communication, c'est tu vraiment... vois Par exemple, toi, tu as une rage de dents, tu vas me dire, Jean-Francis, j'ai mal aux dents. Ok. Ma fille, je suis obligé de deviner, d'interpréter. Donc, c'est-à-dire, elle va manifester des malaises, des grognements, mais je ne peux pas, avec certitude, dire quel est le problème. Okay. Donc ça, pour moi, c'est un défi majeur de la maladie, l'absence de communication. Tu ne peux pas communiquer, donc tu dois interpréter des signes, regarder les yeux, le comportement. Il y a beaucoup de frustration avec l'âge chez les jeunes filles. Déjà nous, on parle, on peut parler, on a des frustrations. Des fois, on n'arrive pas à s'exprimer. Mais imagine une personne, comme on voit dans les films, une personne qui a un bâillon. Mais il veut te dire quelque chose. Il dit, ça me gratte là. Il ne peut pas te le dire. Et toi, tu es sur une autre piste. Tu te dis, peut-être c'est ça et tout. Et lui, là, il y a vraiment, on voit la frustration dans le regard de ne pas pouvoir exprimer quelque chose. Donc ça c'est le défi majeur dans notre vie, d'essayer de comprendre ce qu'elle essaye de nous dire ou ce qu'elle... D'accord. Quand tu parles de regard, c'est ça, en fait, la seule chose à laquelle on se raccroche chez les filles, parce que leur seul moyen de parler, c'est le regard. Okay. Très intense. Ça rejoint déjà la prochaine question. Est-ce que les personnes atteintes de ce syndrome, ils sont conscients qu'il y a quelque chose? Oui. Oui. Parce que dès le départ, je t'avais dit le retrait social. Quand elle était à l'école, elle se mettait en retrait et elle regardait quand même les autres. Donc ça veut dire qu'elle savait
que le toboggan, le ballon, fait tous les petits jeux que elle ne pouvait pas le faire. Mais elle était quand même intéressée. Donc elle se mettait... C'était une époque très très triste pour moi. Ouais. Parce que de voir cette... en elle, je voyais comment ça l'a travaillé, à quel point ça l'a rendue triste. Très rapidement, on va au parc, qu'elle était handicapée. Il y a des petits qui courent, qui montent le toboggan, et ils font des tours, ils font un. Et notre fille, elle voulait aussi faire elle partie voulait de le faire, mais elle se mettait en retrait. C'était à son tour, elle grimpait le toboggan, et il y avait déjà la queue, et les autres derrière qui lui ont mis la pression. Okay. Et donc ça, elle a compris, et donc du coup, elle n'a plus mis en retrait. Voilà. Et ça, donc ça, oui, ils sont largement conscients qu'ils sont... D'accord. Et les filles sont vraiment prisonniers dans leur propre corps. C'est bien d'éclairer ça, parce que des fois on croit qu'ils sont pas trop conscients, mais non, je pense que vous êtes dans le cas même de voir que voilà, elles sont conscientes. Là, on peut dire qu'elles sont conscientes. Encore quelques questions. Les coordonnées pour pouvoir vous joindre. Oui, écoute, nous, on n'est pas loin de toi. On est sur la route de Bacharach, à Niederkorn. Coordonnées par email. Donc, l'adresse, je commence par l'adresse. Donc, l'adresse physique, c'est 121 route de Bacharach, à Niederkorn. D'accord. Ensuite, l'email, c'est info@alsr.lu. Et puis après on a le téléphone, le GSM 691 19 7100. Voilà. J'écrirai tout ça en dessous des commentaires. Et je marquerai aussi votre page Facebook, Instagram. Okay. Comme ça les gens ils peuvent toujours aller vous suivre, parce que je pense que vous mettez aussi des trucs comme ce week-end il y avait le Iron. Oui, Iron, on s'est bien marré, c'était super. Franchement, c'était super. Les gens ils peuvent suivre ce que vous faites quand même avec. Oui. On essaye avec Zilke, qui est très réseaux sociaux, de faire des posts, tout ce qu'on fait. Et puis voilà, on va faire un post sur ton podcast aussi. On va essayer de renvoyer l'ascenseur. Ça, ce serait gentil. Et puis voilà, on essaye d'être très présent sur les réseaux sociaux. Pour terminer sur une note un peu plus personnelle, comme je t'ai dit en off, j'avais fait un peu de recherche. Je savais pas que madame allait venir, donc j'ai fait plus de recherche. C'est pas grave. J'aurais dû signaler, comme ça, il t'aurait posé plein de questions. Oh, il y en a une question que je pourrais poser peut-être. Ouais. Donc, voilà. Donc, à toi, Jean-Francis. Celui-là, ça va être dur. Vu qu'on a parlé en off, que tu avais des liens avec le Bénin parce que tu es d'originaire de là-bas. Ouais. T'as vécu J'ai vécu 6 ans au Gabon. Au Gabon. Et le Sénégal, c'est un pays de cœur, si je peux dire. Alors, Sénégal, juste pour dire, nous, on était au Sénégal là. Il y a quelques semaines, on était au Sénégal. Donc, c'était vraiment ça a toujours été, depuis que je suis petit, une destination où j'allais parce que j'avais un oncle qui habitait là-bas. Donc, le Gabon, on a habité aussi là, on habitait là-bas. Okay. Donc je dirais quand même, pour répondre à ta question. Attends, je viens à la question. Ok. Côté culinaire, ça va être dur. Côté culinaire. Le poulet fumé au Niemboué du Gabon, les mafés du Sénégal, ou les boulettes ignam du Bénin. Là, franchement. Le Niemboué, j'élimine parce que c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. D'accord. Donc ça se joue entre Sénégal et Bénin. Bénin, c'est le cœur. Mafé, j'adore. Mafé, vraiment, j'adore. Mais si je dois en choisir un, je dirais quand même les ignames du Bénin. Alors voilà, les Bénin qui gagnent 1-0. Voilà, allons un peu du côté du sport. C'est la question que j'avais posée déjà avant. Oui. Les guépards du Bénin, les lions du Sénégal ou les panthères du Gabon? Franchement, les lions du Sénégal. Là franchement, attends, ils sont tenants du titre. Ils sont tenants du titre. Donc, t'es obligé.
En plus, ils ont un stade magnifique. En plus, ils ont un stade magnifique, ouais. Exactement. Ah, le Cap-Vert, il est pas loin, t'inquiète. Ouais. Mais on n'a pas. En fait, nous, on n'a pas encore été au Cap-Vert, mais on va essayer de remédier à cette situation. Vas-y, parce que moi aussi, je suis pas encore allé, il faudrait que j'y aille. Ah oui, j'avais entendu ça dans un des épisodes. Tu Ouais. disais que effectivement, j'avais écouté. Faut que j'y aille, franchement. Bah, moi, c'est un Vraiment. pays que. Alors, quand j'étais en France, j'ai connu beaucoup de Cap-Verdiens. Ici, j'en ai connu beaucoup, mais en fait, je suis jamais allé au Cap-Vert. Donc, il faut que j'y aille. J'ai grandi avec des Non, mais franchement, c'est des trucs après. Voilà, c'est les aléas de la vie qui font que, mais Ouais, bien faut sûr. que j'y aille. Une question pour vous deux. Votre artiste ou groupe préféré? Ouais, moi, je te laisse répondre. Il y en a tellement. T'as combien de temps là pour ton émission Oh, là, parce il n'y a que... pas assez de temps. Il y a pas assez Mais de je temps. Non, t'en il y a pas choisis assez de temps. Le un. premier qui vient en tête. Voilà, le premier qui te vient à l'esprit. Je peux pas vraiment contemporain ou ancien. Je suis très rock. Les écouteurs, ils vont même pas. Ton audience, elle va pas connaître. C'est. On peut toujours essayer. Oh là là. Le premier qui vient. Oh, c'était Thin Lizzy. C'était un vieil groupe irlandais qui faisait. Thin Lizzy. Phil Lynott, ouais. C'est vrai que je connais pas. Ah non. Sinon. Bah, tu pourras lui envoyer un lien. Monkeys, ouais. Artiste. Mais j'aime toutes les directions de. Déjà, elle écoute toutes sortes de musique. Entre kizomba, rock, classique. Ça, c'est bien. La soupe italienne. J'aime tout, quoi. C'est. J'aime tout. S'il y a une personne, de qui on doit dire que c'est une personne qui aime la musique, c'est Zilke. Ouais. C'est-à-dire, elle peut l'écouter le Mozart le matin et terminer avec MC Solar. Ou reggaeton le soir. Non, c'est vrai. Hein, il y a des gens comme ça. MC Solar, il y a. On était au 2 concert mois. d'MC Solar. Voilà, il y a donc pas on écoute vraiment tout. J'avais vu sur la page Facebook. Instagram. Ouais. Ok. Et toi? Alors moi, je vais en choisir un, mais c'est pareil. Je crois qu'au niveau musical, on s'est bien trouvé parce que tous les jours, elle m'apprend des nouvelles musiques. Laisse-moi deviner. Non, je crois que tu pourras pas deviner. C'est juste un qui est mort que tout le monde connaît, c'est Bob Marley. Et pourquoi la légende. Mais pourquoi je le choisis? C'est Charles parce que j'ai une petite anecdote. Quand j'ai grandi un petit peu au Gabon, et j'habitais à côté d'un stade où Bob Marley il est venu faire un concert. Parce que moi, je suis né en 71, hein, je précise, parce que après les gens ils vont dire c'est un mythomane, il a raconté quelque chose sur. Donc Bob Marley, il est venu à côté de chez moi faire un concert. D'accord. Mais par contre, moi, j'avais un père qui était pas très ouvert d'esprit, et donc il a dit à moi et à mes frères, non, personne ne bouge pour aller au concert. Alors donc nous on s'est trouvés dans une situation, tous nos camarades ils sont allés au concert, parce qu'en Afrique, quand il y a des concerts comme ça, tout le monde a un ticket. Mais justement, ouais. Et nous, on n'a pas pu y aller. Oh. Donc, quand je raconte ça aujourd'hui à des gens, ils disent, soit les gens ils me prennent pour un menteur, soit ils disent, t'as pas de chance, t'aurais pu aller dans un concert de Bob Marley, t'as pas pu y aller. Franchement, c'est le truc qu'on peut dire, je regrette. Ouais. Mais c'était pas ta faute. Mais c'était pas de ma faute, exactement. Ouais. Et la dernière question, si vous pouviez revivre un moment, n'importe quel moment, que ce soit personnel ou public comme ça, soit disant un concert ou quoi que ce soit. Waouh. Revivre Quel moment irez-vous revivre? En fait, les moments que j'aimerais bien revivre, c'est les moments en fait où tu as eu peut-être un comportement et après tu as réalisé qu'en fait tu aurais dû avoir un autre comportement. Okay. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Moi je pensais plutôt à des... J'ai pas un exemple précis, mais par exemple, je te donne juste un exemple. Quelqu'un te dit je
je vais me marier tel jour, et puis toi, tu as eu une réaction pas très, tu vois, positive. Et puis après, tu dis, ah ouais, mais j'aurais peut-être dû montrer plus de... Okay. Tu vois, moi, c'est plutôt ce genre de choses que j'ai... D'accord. Tu veux dire que parce que tu m'as jamais fait une demande en mariage sur le genou? Non, je parlais pas de ça, mais bon. Pas de ça, ok. Ça y est, elle emmène un autre débat, là. Non, alors ça, c'est bon. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie vraiment d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir invités, c'était très agréable. Et voilà. Et puis si l'avenir nous le permet, on t'invitera dans notre podcast. Avec plaisir, franchement. J'ai pas rien à voir avec le syndrome de Rett, mais franchement... Mais justement, des fois, on peut toujours parler sur des trucs. On trouvera parce que des fois, en fonction des épisodes, on peut te caser, tu vois, par exemple, quand on va parler peut-être de la scolarité, des loisirs, là, Avec plaisir, ce serait un grand honneur pour moi. Voilà. En tout cas, je vous dis merci. Et aux auditeurs, on s'entend à la prochaine. Ciao.